En regardant l'Atlantique forcer l'allure à la rencontre de l'océan Indien, à le voir dans ses contorsions cracher en lames son écume sur les rochers, je me disais que ce bout du monde convenait bien au grand dessein. J'avais vu les yeux de Didier Pigeollet chercher dans la houle qui s'écrasait à ses pieds, dans le vent qui frappait son visage, une bénédiction de la nature. Non, il ne partirait pas comme les marins. Dans quelques heures, il tournerait le dos à cette force sauvage pour s'enfoncer dans le cœur de l'Afrique. Sans doute pensait-il à cet instant que le cap de Bonne-Espérance portait bien son nom et que sa Peugeot 203 vaincrait tous les obstacles. Nous, équipe vidéo de Visa Production, étions là pour témoigner. La passion de la 203 a démarré par la voiture. Et puis j'aime bien faire les choses un petit peu à fond. Je m'intéresse complètement à cette auto. Et par hasard, en lisant des revues d'époque, je me suis rendu compte que la 203 avait traversé toute l'Afrique. J'aime beaucoup les années 50. C'est une voiture française et j'ai voulu rouler avec cette voiture 50 ans après. 1950. Deux aventuriers français, André Mercier et Charles de Cortanze, décident de tenter un pari fou. Traverser au départ du Cap tout le continent noir jusqu'à Alger et de rejoindre Paris. Leur véhicule, une Peugeot 203. À Noël, ils partent. À travers l'Afrique du Sud, la Rhodésie, le Congo belge, le Nigeria, le Niger et le Sahara, les deux hommes à allure forcée parcourent 15 000 km sans assistance. 17 jours plus tard, ils arrivent triomphalement à Paris. La montagne écran, la montagne écrin, défie l'immensité océane. Naguère de cette île, flaque de terre sur la mer, Nelson Mandela, le reclus, pouvait sentir vibrer le cœur du Cap et d'un pays qui le bannissait. Porte sud de l'Afrique, à l'abri de la montagne de la Table, le Cap garde dans sa vieille ville les témoignages architecturaux d'une présence européenne où Hollandais, Huguenots français, Britanniques ont joué un rôle important aux dépens, comme l'histoire le prouva, des populations noires locales. Aujourd'hui, officiellement, l'apartheid n'existe plus. Cape Town est une cité qui s'est accommodée de son passé. Elle a des airs de station balnéaire. Didier Pigeollet ne part pas seul. Jean-Pierre, son père, est à ses côtés et dans une autre 203 d'époque, deux Britanniques, Lee et Roger, sont de l'aventure. À l'heure du départ, le 1er décembre, près des anciens docks, les amis de France et d'Afrique du Sud sont là. La famille aussi, bien sûr. Je ne sais pas ce qui m'a poussé, mais j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de traverser l'Afrique en 203. Et puis pourquoi pas, quand on a une chance comme ça de faire une aventure pareille, il faut le prendre et il faut y aller. Okay. On s'est pris au dernier moment. On a travaillé comme les dingues pour libérer de la place pour cette aventure dans notre vie. Et finalement, on a rendu compte, peut-être 3 semaines avant le départ, d'avoir des voitures dans le conteneur pour le Cap, qu'il fallait faire pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce voyage? Des émotions, des découvertes, des paysages, des rencontres? De la poussière, de la chaleur et beaucoup de coca, peut-être. Surtout pas de Coca-Cola pour moi. Mais sinon, oui, beaucoup de poussière, ça, c'est sûr. Au XVIIIe siècle, les Huguenots français ont donné le goût du bon vin au pays. Ainsi, les environs vallonnés du Cap présentent-ils au soleil austral les grappes de nombreux cépages de qualité, et ceux-ci font de l'Afrique du Sud un des producteurs les plus réputés au monde. Dans le sillage des vieilles 203, nous engageons notre Nissan 4x4 avide d'aventures et d'images.
Ruban de bitume lisse, la Nationale 1 sépare l'Afrique du Sud en deux jusqu'à la frontière du Zimbabwe. La végétation qui, autour du cap, nous rappelait la Méditerranée, l'alignement rigoureux des vignes, disparaissent bientôt pour laisser place à des montagnes grises et crevassées qui découpent le ciel à faible hauteur. Le vent les a mis à nu, ciselés. Et le soleil plombe le bush à 44 degrés. L'air brûlant s'engouffre dans les voitures, les épineux rabougris projettent une ombre rase dont les springboks et les autruches ne peuvent même pas profiter. La chaleur grille même les pierres. Beaufort West est premier bivouac sur le long parcours qui s'offre à nous. Un peu de vin rouge de Stellenbosch pour accompagner un menu frugal et champagne pour fêter notre départ. Santé au Cap. Et santé au Cap. Au Cap. Et à Paris. Et surtout à Paris dans 43 jours. Hein. Il fait doux autour du camp. Un dernier coup d'œil sur la carte et il est temps d'aller dormir. Bonne nuit. Colesberg, sur la route de Bloemfontein, est en pleine campagne électorale pour les élections municipales. C'est une campagne joyeuse à l'africaine, à laquelle même l'étranger est convié à participer. Yes. Democratic Alliance, Chief. C'est Vinci, brother. C'est Vinci. Au nord, le ciel se couvre. L'orage se forme au cœur gonflé des nuages lourds qui semblent cerner la savane du plateau. Un souffle d'air éveille un arc-en-ciel qui découpe la grisaille de l'horizon. Et bientôt, une étrange lueur s'échappe des nues cotonneuses. Elle annonce une nuée électrique. Pretoria, la ville-bourg, capitale administrative du pays, plantée sur des champs souterrains de mines d'or et de diamants, semble à l'écart de la fébrilité des grandes cités. C'est ici, après une semaine de voyage, que nous devons abandonner notre copain Fred, le preneur de son de l'équipe. Malade, il doit être rapatrié en France. La frontière du Zimbabwe est à moins de 500 km. Le monument disgracieux marquant le passage du tropique du Capricorne indique que nous sommes presque sortis de l'Afrique du Sud. Nous roulons sans précipitation vers ce pays que jadis on appelait la Rhodésie du Sud. C'était au temps de la domination blanche. Le poste frontière de Messina n'est plus très loin. Nous y parvenons au coucher de soleil et montons comme chaque soir notre bivouac. Première frontière, première tracasserie. 8 heures d'attente au milieu des camions dans les cuves du centre douanier. Tout cela parce que l'administration sud-africaine tarde à rembourser une taxe indûment perçue. De l'autre côté du fleuve Limpopo, c'est le Zimbabwe. Ce n'est pas la route qui change, même pas tellement le paysage. On a seulement la sensation diffuse d'être enfin vraiment en Afrique. Pourquoi? Cela reste un mystère. Peut-être les rencontres y sont-elles plus simples, plus spontanées. Sylvia Zulu. Yes. Oh, hello. Oh. La vie dans les villages s'organise autour de l'eau trop rare, que l'on va chercher profond dans le sol à la force collective des bras. Ici, on peut acheter un baobab en pot à des enfants qui font l'école de commerce buissonnière. Tandis que les artistes du ciseau, dans leurs ateliers ouverts à tous les soleils, figent l'homme et l'animal dans leurs élans. Pour les équipages, il est l'heure de ravitailler car nous avons décidé de remonter le plus vite possible vers les chutes Victoria. Le temps et le chemin s'étirent entre ces collines claires
piqueté d'arbustes où la vie animale paraît se résigner à une forme de nonchalance. Il suffit pour nous d'aller droit devant, en espérant qu'aucun souci mécanique ne viendra nous retarder. Afin de gagner du temps, nous avons choisi de ne pas faire halte à Guayi River. Nous avons hâte d'atteindre le Zambèze. Le calendrier du voyage nous impose ce rythme, au détriment bien sûr de notre curiosité. À Messaguanda, il faut rassurer la population locale qui trouve étrange de rencontrer chez elle des Européens avec une grosse caméra qui filment la nuit. Nous évitons de peu une interview avec la police. Un peu plus loin, coupure de courant sur la 203 des Pijolets. Ah bah attends. Vas-y, je t'éclaire là. Oui, non mais... C'est un fusible qui a pété. Ouais, c'est un fusible. Certainement, oui. Mais ça fait drôle, hein, on sent. Plus de feu du tout dedans. Ça s'est coupé d'un coup alors? Ah bah d'un seul coup, heureusement que vous étiez devant. Hein. Oh là là, c'est ça les ennuis de mécanique. Mais ça, c'est pas méchant, on va bien y arriver. Eh ben. Ce n'est rien finalement. Et les Victoria Falls sont bientôt à portée de nos sémillantes voitures qui ronronnent tout à leur aise sur le bitume. En ce 6 décembre. Les chutes Victoria sont conformes à l'imagerie, conformes à la légende. N'est-ce pas, monsieur Livingstone? La gorge géante tranchée dans la roche noire reçoit le violent fracas des eaux du Zambèze pour faire naître l'écume et les arcs-en-ciel. Il y a sans doute, dans ce vertige sombre, la patte du diable, et dans ce bouillonnement clair, celle de Dieu, car rien ici n'est à la dimension humaine. Bivouac à Victoria Falls. Demain, nous serons en Zambie. Nous pénétrons sur le territoire de l'ancienne Rhodésie du Nord. C'est encore un plateau bosselé où les gens de la terre vivent chichement des produits d'un sol souvent ingrat, où la savane semble être une friche à perte de vue, sillonnée de sentiers usés par les pas de générations d'autochtones. Ici, les villages s'accrochent à une vie sans fioritures, mais leurs habitants ont un accueil sincère, simple, teinté de curiosité, bien sûr. Bush fruit. Yes. Yeah, so. Ah. Bush fruit. Good, Daniel. Yeah. Yeah. Test. On dirait de la cervelle. Test. Regarde, on dirait de la cervelle, hein? Yes. It's good. Jumbo. Ce ne sont là que des instants fugaces, des rires, des sourires, des paroles échangées. Mais c'est bien, se dit-on, de se quitter avec en soi ces petits bouts de bonheur dérobés dans le dos de toutes les ségrégations. Dans la ville de Choma, un peu plus loin, un couple d'Allemands descend à moto vers le Cap, accompagné de son chien. Cette route, décidément, est un chemin d'aventure. Nous devons filer en direction de Lusaka, la capitale, non sans avoir succombé à la tentation des fruits savoureux qui garnissent les étals.
Jusqu'à maintenant, les gros soucis nous ont été épargnés. Mais à la halte du soir, Jean-Pierre et Didier Pijolet doivent resserrer quelques boulons. L'équipage va bien, la voiture aussi, donc non, il n'y a pas de souci. Non. Là, effectivement, il faut quand même qu'on regarde ce problème-là, mais seulement depuis 4-5 km. Là. Mais non, on n'a eu aucun problème. C'est une voiture qui est plus que fiable, parce qu'on n'est pas du tout secoué. On commence par le plus facile, du Cap jusqu'à Chute Victoria. L'important, c'est dès qu'on a le moins de soucis, il faut s'arrêter, resserrer, régler. Il faut surtout pas insister. Tu entends les gens qui se baignent? Le bivouac pourtant sera tranquille, malgré la visite impromptue de quelques zèbres audacieux. Lors des reconnaissances du parcours, Didier avait rencontré quelques problèmes avec l'état du macadam. Aujourd'hui, nous avons l'impression de pouvoir rouler à un train soutenu. Jusqu'à quand pourrons-nous le faire? Nous n'en savons rien et nous évitons de penser que la nature de notre périple peut brutalement changer. Banque Zambia. Zambia. À l'image de ces jeunes footballeurs s'échauffant dans l'entraînement, nous pourrions presque nous aussi esquisser quelques pas de danse. Kabwe. Kabwe est une bourgade minière située sur un gisement de zinc en bordure de la voie ferrée qui traverse le pays entre les chutes Victoria et Ndola à la frontière du Zaïre. Il y règne une animation intense, entretenue en partie par notre arrivée. Curieusement, cet intérêt qui nous est accordé ne nous rassure guère. L'atmosphère ici est difficilement palpable, mais doit-on se fier à ces sensations confuses de malaise? De toute façon, nous n'avons pas le temps de nous attarder dans ce lieu, il faut se diriger rapidement vers Mpika. C'est à un contrôle routier, quelques dizaines de kilomètres au nord de la cité, que Didier Pijolet s'aperçoit que tous ses papiers et documents ont disparu. Retour rapide sur Kabwe. Un jeune homme a vu le voleur et le connaît. Nous passons l'après-midi à chercher en vain sa trace dans les bars et hameaux alentours. Mais, à la nuit tombée, alors que nous commencions à désespérer, notre informateur nous annonce avoir mis la main sur le détrousseur et son butin. Tous les papiers sont dans la sacoche. Les détectives ont touché leur prime et le larron est quelque part dans la nuit. Peut-être avec quelques dollars en poche. Cette fois, nous avons perdu une journée entière. Les émotions ont été fortes et nous préférons nous arrêter à Kapiri et Mposhi pour fêter notre nouveau départ, dans ce bistrot de routier, coloré, enfumé, bruyant, où la bière coule à pleine bouteille pour apaiser la chaleur lourde qui assaille les voyageurs. C'est plus un café des longues routes que des grands boulevards. Mais pour nous, ce soir, autour de la table, avec des compagnons inconnus, c'est un endroit où il fait bon vivre.
À la sortie de Kapiremposhi, Mercier de Cortance était parti vers le Zaïre que l'on appelait alors le Congo. Didier Picholet doit prendre, lui, la direction du nord-est. C'est ici que se sépare ta route et celle d'André Mercier et de Cortance. Qu'est-ce que ça fait finalement de se trouver à ce point un peu mythique? Ben là ça fait tout drôle parce que bon, on a quand même fait 3500 km du circuit d'origine, donc j'en suis quand même satisfait. Et puis ben, malheureusement là on peut pas prendre la route du Congo, Centrafrique et l'Algérie. Alors là nous partons pour la Tanzanie, le Kenya et ensuite Éthiopie-Soudan, le Caire. Et tu aurais rêvé de faire le parcours qu'ils avaient fait eux-mêmes? Ah ouais, complètement. J'aurais bien voulu faire la totalité de l'itinéraire d'origine, mais bon, malheureusement avec les problèmes politiques. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ça vous fait une boucle un peu plus loin et ça nous permettra d'aller voir l'océan Indien. Super. Voilà. Bonne route, Didier. À plus tard. À plus tard. Nous devons rattraper notre retard et entamer vite la remontée vers Mpika et Nakonde à la frontière tanzanienne. Heureusement, nos voitures tournent comme des horloges. Les haltes sont rares, mais le ravitaillement est indispensable. Le plus beau visage de la Zambie.